Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Roy, je suis planificateur financier chez Gestion de patrimoine ACNT à Sainte-Hyacinthe. Très content que vous joigniez à nous aujourd'hui pour cette vidéoconférence. Comme je disais tantôt à Jean-Sébastien, je suis très excité parce qu'habituellement, je fais des vidéoconférences avec des gestionnaires de portefeuille. Je n'ai jamais fait une vidéoconférence avec un retraité, un si jeune retraité. Quand même, si mes clients, j'accompagne beaucoup mes clients pour atteindre cette retraite, j'avais eu la chance de faire une vidéoconférence avec un jeune retraité. Donc, je présente Jean-Sébastien Pilote, auteur du livre La retraite à 40 ans. Bonjour Jean-Sébastien, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Merci de me contacter comme ça me fait plaisir de te parler. Non, je suis très content que tu te prêtes au jeu. Tu dois être très occupé actuellement, j'imagine, avec le lancement de ton livre. Comment ça se passe, le métier? Ben, je ne veux pas dire le métier, mais être auteur, connaître quand même du succès du jour au lendemain. Comment ça se passe de ton côté? Je ne peux pas dire que c'est du travail. Premièrement, c'est vraiment un projet que j'ai fait pour m'amuser. Donc, la motivation première, c'est pas de faire de l'argent, c'est que les gens lisent mon livre. Puis, Oui. ultimement, j'aimerais que les gens viennent après ça sur mon blog, jeuneretraité.ca, pour poursuivre la discussion avec moi, faire des débats d'idées, échanger des différents parcours vers l'indépendance financière. Mais pour répondre à ta question, le chaos médiatique, entre guillemets, est un peu fini. OK. Ça a duré 2, 3 semaines. J'ai eu énormément de commentaires, beaucoup de messages Facebook, des commentaires sur mon blog aussi. Des gens qui m'ont contacté directement, qui étaient vraiment heureux de lire mon livre, pour qui ça a fait une différence. Alors, Oui. pour moi, c'est mission accomplie. C'était vraiment ça l'objectif derrière mon livre. Alors, je suis vraiment... J'étais curieux la semaine dernière, j'étais voir sur le site Archambault. Tu étais quand même dans les top vendeurs sur le site Archambault. Je trouve ça, c'est quand même flatteur. C'est quand même flatteur, là. Ben, c'est ça, quelqu'un de relativement inconnu comme moi. J'ai Exactement. passé quand même 2 mois dans le palmarès des meilleures ventes. Oui, Alors, ça a été une surprise pour moi avec les Ricardo, les McSween de ce monde. oui. Alors, j'étais un peu un imposteur là-dedans, mais là, je suis vers le bas du palmarès. Je pense que je suis rendu 47e sur 50. Alors, c'est probablement ma dernière Bon. semaine. Donc, nous mettre en contexte pour les gens qui n'ont pas lu ton livre, Jean-Sébastien. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? D'où est-ce que ça partit, le sens de dire j'ai un objectif financier, il ne faut pas se le cacher. J'ai un objectif financier de prendre ma retraite à 40 ans. Fait que le début de tout ça, ta réflexion, ça part de où? Ben, si on remonte vraiment au départ du projet, c'est à ma naissance. Mais c'est une blague pour dire que le processus a été vraiment progressif. Le premier coup de chance que j'ai eu, c'est de naître au Canada. Comme vous tous, juste le fait d'être né ici, on a vraiment une chance inouïe par rapport au reste du monde. Puis c'est ce que j'ai découvert plus tard dans ma vie, là, mais je pense que c'est un des plus gros coups de chance que j'ai eu, puis de tomber dans une famille qui valorisait l'épargne, qui était contre les dettes, qui valorisait la débrouillardise, la frugalité. Alors ça, c'est les premières années, mais plus loin dans ma vie, c'est vraiment quand j'ai rencontré ma copine actuelle, Vanang, à l'âge de 19 ans. Ça fait maintenant 23 ans qu'on est ensemble. Alors c'est vraiment à ce moment-là que je pense que j'ai eu le déclic, que j'ai vraiment compris le pouvoir de l'épargne. Puis au départ, c'est comme tout le monde, on voulait s'acheter une grande maison. Moi, je rêvais de conduire une Porsche avant d'avoir les cheveux blancs. Alors, mon objectif a échoué. J'ai déjà les cheveux gris et je n'ai pas ma Porsche, mais j'ai d'autres choses, évidemment. Là, Oui. mais, donc, l'objectif premier était, comme tout le monde, c'est de vivre, d'atteindre un certain standing social, puis d'épater un peu les voisins, puis de se réaliser à travers le matériel. Puis c'est juste graduellement, à force de voyages, puis différents obstacles qu'on a connus dans nos vies, ils ont amené à comprendre que peut-être les bébelles, ça ne nous amenait pas le bonheur. Oui. On peut peut-être utiliser le fonds qu'on avait accumulé pour se bâtir une liberté plutôt que d'acheter ce dont tout le monde rêve. Oui. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à épargner encore plus intensivement. Puis là, c'est vraiment dans l'optique d'arrêter de travailler plus jeune. Puis c'est quand on a découvert les blogs américains sur le mouvement FIRE, qui veut dire Financially Independent Retire Early. Alors, c'est un mouvement aux États-Unis, comme moi, de jeunes retraités, si on veut, qui se retirent avant l'âge souvent de 40 ans. 40 ans. Alors c'est quand j'ai découvert ce mouvement-là que moi, ça a été une révélation dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, ça a été juste la mécanique. On avait déjà tout mis en place les pratiques. Oui.
Donc, ça a Mais pris quelques années, puis on a atteint notre objectif. Tu attribues ça, mettons tu sais, on jase, là, à quel âge que tu as commencé vraiment à prendre la situation au sérieux et de dire je maximise vraiment toute mon épargne, tous mes trucs? Ça a commencé à 25 ans? Parce que j'explique beaucoup aux clients que tu sais, l'effet composé, les rendements composés, comment que c'est, quand on investit sur le long terme, c'est bénéfique. Tu sais, toi, tu as fait ça sur une stratégie de 20 ans, 15 ans, 10 ans. Tu as parti ça de quand à peu près? Mais j'évalue mon parcours. J'ai travaillé 14 ans dans ma carrière. OK. Puis là-dessus, j'ai fait une année de MBA à l'université. Donc, peut-être une quinzaine d'années, ça m'a pris au total. Mais c'est ça. Donc, quand j'ai rencontré ma blonde, elle avait déjà cette mentalité-là. Puis moi, ça a été progressif. C'est difficile de déterminer vraiment à quelle date Oui. j'ai vraiment été là. Tu as été 14 ans de vie active. Tu as épargné assurément 14 ans dans cette période-là parce que tu ne travaillais pas nécessairement. Mais tu travaillais un petit peu adolescent, là, je voyais dans ton histoire, mais la capacité d'épargne n'était pas à son maximum à ce moment-là. Là. Je ne l'ai pas documenté en début de parcours. Ça fait juste peut-être 5 ans que je documente vraiment mon budget, mon avoir net. Okay. Mais je peux le dire qu'en fin de carrière, j'épargnais environ 50 à 60 de mon revenu net. Par contre, en début, c'est dur à évaluer. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être 30, 40 je ne sais pas, là, mais c'est quelque chose qui a été graduel. Alors, ce n'est pas vraiment une journée du jour au lendemain. Ouais. Parce qu'on l'explique, puis dans les premiers chapitres de ton livre, qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, c'est que tu as détaillé beaucoup de statistiques. De statistiques, comme tu as dit en début de rencontre, on a une chance d'être nous au monde au Canada. On a une chance d'être nous au monde au Canada. Puis, quand on parle du revenu moyen canadien, mais le revenu moyen à travers le monde, qui 40, au Canada, le revenu moyen, 45 000 à peu près, oui. Au Canada, oui. C'est un peu moins au Québec. Ça, fait que le revenu moyen, 45 000, mais qu'on dit que. Il y a une phrase, je ne sais pas si tu as la statistique en mémoire, qui dit que ce revenu-là, on fait partie du 80 je crois, des plus riches au monde. Non, c'est-à-dire on fait partie du 5 des mieux rémunérés au monde. Donc, le Canadien moyen qui fait environ 43 45 000 par année ferait partie des top 5 dans le monde. Alors, on a souvent le réflexe de critiquer les ultra-riches, le fameux 1 Oui. On leur donne à peu près tous les problèmes du monde. C'est eux qui exploitent l'environnement, qui exploitent les pauvres travailleurs, etc. Mais on fait partie du 5 Alors, je pense que c'est le moment qu'on prenne un miroir puis qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on réalise à quel point on est chanceux. Oui, vraiment. Cette statistique-là, je connaissais le revenu médian canadien. Oui, on regarde la Chine, les Chines, tous les pays d'Asie, etc., ils n'ont pas un salaire, un gros salaire. Puis, ils ne roulent pas avec des grosses bagnoles, puis ils gagnent bien leur vie pareil, somme tout. Fait que c'est sûr que quand on regarde ça au Canada, assurément, les gens ils consomment plus dans ce scénario-là. Puis les gens vont dire, c'est sûr que le coût de la vie n'est pas le même ici qu'ailleurs dans le monde. Oui. Par contre, par expérience, je sais qu'on peut vivre très bien avec peu au Québec. J'en suis l'exemple vivant. Ma blonde et moi, on vit avec moins de 30 000 par année. Puis là-dessus, on voyage 3-4 mois par année. Alors, l'argument facile que les gens donnent en disant que le coût de la vie est tellement cher en Amérique du Nord, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a moyen de se débrouiller. Il y a toujours des solutions pour épargner. Oui, effectivement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Puis, j'ai adoré, si je ne vais pas résumer ton livre nécessairement parce que je veux que les gens assurément le lisent, mais il y a des concepts qui sont venus me chercher. Étant planificateur financier depuis 2011, puis la clientèle fait assurément partie de monsieur, madame, tout le monde, comme on conçoit. Il y a une phrase qui m'a vraiment marqué dans ton livre, puis j'ai un de mes amis qui est actuellement en ligne, puis on dit tout le temps qu'on lit un livre, il y a tout le temps une phrase qui nous marque. Puis la celle qui m'a marqué le plus, c'est de dire être le PDG de sa propre vie. Cette phrase-là, je ne sais pas si tu peux prendre le temps de nous expliquer un peu, de dire cette phrase-là m'a vraiment marqué, mais je vais te laisser le temps d'expliquer ton point là-dessus. Pour ce qui est d'être PDG de sa vie, ce n'est pas un concept qui vient de moi. Je pense que dans tous les bons livres de finances, on en parle. Mais essentiellement, c'est de prendre ses finances en main, c'est de documenter son budget, de comprendre où va l'argent, combien on dépense en restaurant, c'est quoi notre avoir net, c'est quoi nos dettes. Alors, vraiment comme une entreprise. Puis après ça, c'est de trouver sa mission, sa vision. Alors, moi je trouve ça surprenant que des gens
vivent comme ça d'une paix à l'autre, puis ils n'ont jamais de vision à long terme, où ils se voient dans 5 ans, où ils se voient dans 10 ans, alors que l'entreprise la plus importante de leur vie, c'est leur vie, justement, c'est leur finance personnelle. C'est ça qui dicte un peu leur bonheur, même qu'on le veuille ou non, l'argent aide au bonheur. Ça, j'en parle, mais je sais que c'est tabou, mais c'est vraiment un outil important pour atteindre plus de liberté, plus de bonheur. Ensuite, les relations interpersonnelles, que ce soit avec la famille, avec son amoureux, son amoureuse. Alors, toutes ces relations-là sont dépendantes de l'argent. Alors, c'est vraiment important d'arrêter d'avoir des œillères, puis vraiment prendre la chose en main, puis s'impliquer. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est Apple, par exemple. Imaginez que Apple n'avait pas de vision, n'avait pas de mission d'entreprise, puis il disait, ben là, on fait 50 millions de profits ce trimestre-ci. Alors, tout va bien, on peut couvrir nos dépenses, on peut payer nos employés, fait que la vie est belle, on surfe là-dessus. Alors, c'est un peu la même analogie que je prends pour comparer les finances personnelles. Les gens ont, premièrement, aucune compréhension de leurs finances, puis aucun objectif de vie. Ce qui fait que quand on n'a pas d'objectif, ben les REER, les CELI, l'épargne, c'est tellement plate, tellement ennuyant. Puis je suis le premier à le dire, moi, parler de REER, ça m'ennuie à mourir. Mais si on associe ça, l'épargne, avec un projet concret de vie, qui n'est pas nécessairement la retraite, mais qui peut être travailler moins d'heures, démarrer une entreprise, partir en voyage, faire le tour du monde. Avec mon blog, j'ai rencontré plein de gens qui vivent comme ça, qui ont vécu 4 ans sur un voilier, qui ont fait le tour du monde en vélo, qui ont démarré des entreprises, qui sont nomades numériques. Alors, il y a mille et une façons que ça peut se concrétiser, mais ça part d'un objectif. Oui. Les gens qui vivent au jour le jour puis qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de mission, c'est difficile d'atteindre un niveau plus élevé que ça. On reste un peu stagnant toute sa vie. Très, très intéressant parce que mes premières rencontres, souvent que je fais avec mes clients, les premiers 30 minutes, l'une des questions que je pose toujours, c'est de dire, moi, je me considère un peu comme un coach financier où est-ce que j'aide mes clients à réaliser leurs objectifs financiers. Puis quand je leur pose la question, bon, premièrement, c'est quoi vos objectifs financiers? Puis je dirais, 80% du temps, les gens n'ont pas d'objectifs financiers. Je suis vraiment transparent là-dessus. C'est là où je me dis, on passe 40 heures par semaine, 40 à 60 heures par semaine pour travailler, okay, pour accumuler de l'argent. Puis au final, vous me dites que vous n'avez pas d'objectif pour accumuler cet argent-là. C'est sûr qu'on n'est pas motivé. C'est pas motivant d'épargner pour épargner. Il n'y a aucune motivation derrière ça. Mais c'est quand on a quelque chose de concret, là, après ça, c'est facile d'aller dans le budget puis de réduire son forfait cellulaire, de couper le câble, d'aller moins souvent le lunch pour luncher au restaurant, d'acheter une bagnole usagée au lieu d'une bagnole neuve. Alors, tout le reste, ça devient de la mécanique une fois qu'on a vraiment cette motivation-là. Effectivement, c'est ça. Puis, tu sais, au final, l'objectif financier ultime, on sait tous, c'est de prendre la retraite, mais c'est de faire quoi la retraite, c'est de prendre à quel âge, etc. Je vois Mme Forget qui a une question, qui a la main levée. Bien, moi, je voulais savoir, vous disiez que vous viviez avec 30 000. Est-ce que c'est 30 000 chacun ou 30 000 à deux? À deux. On déclare souvent plus de revenus parce qu'il faut décaisser notre argent aussi. Notre objectif, c'est de décaisser graduellement comme ça sur l'ensemble de notre vie. Moi, j'ai déclaré 24 000 $ l'année passée de revenus. Okay. Donc, c'est le revenu officiel que j'ai déclaré. Puis, j'ai payé des impôts là-dessus. Fascinant. OK, fait que c'est peu. C'est une réaction qui est commune. Les gens trouvent que je paye peu d'impôts. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas retraité inactif à la maison à regarder la télé puis à manger des chips comme plusieurs, même journalistes ont dit dans les journaux. Au contraire, moi, je vois ma retraite plus comme la retraite du monde corporatif. Mais j'ai encore d'autres occupations. J'ai écrit mon livre. J'ai passé l'année là-dessus comme auteur. Je suis blogueur. Je fais du bénévolat auprès des jeunes entrepreneurs. Je fais du dessin. Je m'occupe de ma belle-sœur qui est autiste. Alors, en fait, c'est plus comme, on pourrait voir comme un changement de carrière plus qu'un retrait du monde, du marché de l'emploi. C'est ce que je prône dans mon livre. Là. Je sais que le titre du livre, c'est La retraite à 40 ans, mais de la première à la dernière page, je prône uniquement la liberté financière, puis c'est ça que j'aimerais que les Québécois atteignent, plus que la retraite, dans le fond. Parce que prendre sa retraite à 40 ans, comme on parle, comme tu dis bien, il
tu peux pas, tu sais, à 40 ans, tu es super actif, puis tout ça, ça ne veut pas nécessairement dire d'arrêter de travailler complètement puis de manger des chips. Non, faut pas. Faut se trouver des projets. C'est juste que le revenu n'est plus l'objectif premier. Oui. Mais on développe ses passions, on peut faire des activités, du bénévolat. Moi, je prends souvent l'image d'un, par exemple, quelqu'un que j'ai connu qui était dentiste, qui est devenu agriculteur, alors qu'il est passé d'un salaire qui était au-dessus de 100 000 à un salaire d'environ 20-25 000 par année. Puis tout le monde le félicitait, tout le monde était fier qu'il suive ses passions, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il trouve son bonheur finalement. Puis dans mon cas, c'est l'inverse. Moi, j'étais marketeur, je travaillais dans un bureau, dans un cubicule, j'étais malheureux. J'ai fait un changement dans ma vie pour être plus heureux. Puis maintenant, je travaille encore, je contribue, je paye mes impôts. C'est juste que je le fais pour maximiser mon bonheur plutôt que juste faire 40 heures dans le métro boulot dodo. Comment tu vois ça, Jean-Sébastien, toi, actuellement? Est-ce que tu côtoies des gens mais tu sais, le mouvement FIRE est peut-être un petit peu différent que le mouvement que monsieur, madame, les investisseurs normaux, là, des investisseurs. Comment tu perçois actuellement les gens qui investissent leur argent? Tu sais, moi, je ressens que les gens veulent devenir riches vite pour un peu atteindre ton statut. Mais tu sais, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, cette mécanique-là. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur d'essayer d'aller trop vite. Oui. Puis tout l'historique boursier le prouve, justement. Il n'y a pas de raccourci. Puis d'essayer de trouver un raccourci, souvent c'est une perte de temps. Puis même, ça nous appauvrit au lieu de nous enrichir. Tu ne tentes pas de timer le marché non plus, de dire j'embarque, je débarque, j'embarque, je débarque. C'est prouvé ça qu'on ne va pas gagner avec ça, là, assurément. Mais qu'est-ce que je remarque beaucoup des gens, c'est qu'on voit les rendements historiques, qu'on parle la bourse, l'immobilier, quoi que ce soit. Les gens veulent tout de suite investir, puis aller chercher le fruit tout de suite, le gain maximum immédiatement. Ça marche, en tout cas, ça marche pas de même. Tu as un exemple parfait. Moi, j'ai commencé à investir aussi dans l'immobilier à 25 ans. J'ai 37 ans. Tu sais, je vois sur une période de 12 ans, c'est quoi l'effet composé là-dessus. Parlons-en de l'effet composé. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre de l'effet Laté. Je ne sais pas si c'est un livre de finance. Je n'ai pas lu le livre, mais je comprends le principe. Ouais. L'effet Laté, de dire le petit café, tu sais, pourquoi je veux en venir à ça, c'est que le long terme est très important. Le petit latte qu'on investit, qu'on achète à chaque jour, là, le concept de l'effet latte, le petit latte qu'on achète à chaque jour, qui, mettons, le petit 2 piastres, qu'au final, ça donne absolument rien dans notre portefeuille au bout d'une semaine. Mais ce petit 2 piastres-là, si je l'économisais, puis au bout d'un mois, je l'avais mis de côté, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, c'est là que c'est vraiment l'importance de surveiller ses dépenses et aussi d'investir sur le long terme puis de ne pas faire des coûts d'argent immédiatement. Ouais. Je pense que je l'ai calculé dans mon livre. Si je me souviens bien, c'est quelqu'un qui dépenserait, disons, du lundi au vendredi, qui arrêterait chez Tim Hortons chaque matin pour s'acheter un café puis quelque chose à 5 $ par jour. Bien, avec l'accumulation justement des intérêts composés et le coût de renonciation, après 10 ans, je pense que le montant atteignait 15 000 $ si je me souviens bien. Donc c'est des petites dépenses qui passent sous le radar, qu'on n'a même pas conscience, qu'on fait régulièrement, mais qui s'accumulent, puis c'est qui deviennent des montants plus importants à long terme. Est-ce que toi, tu as coupé, mettons, je donne l'exemple le café, je donne l'exemple le café matinal. As-tu vraiment été coupé drastiquement sur tout du jour au lendemain ou tu es allé graduellement dans ta coupure de dépenses? Bien, ça a été progressif. On a optimisé le budget avec les années, mais moi, je ne suis pas un buveur de café, alors je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais pour d'autres choses, par exemple, le téléphone cellulaire, c'est facile de faire un appel puis de réduire son forfait ou de trouver un meilleur forfait. Le mien me coûte environ 13 $ par mois, puis il me répond amplement à mes besoins. La même chose pour la télé, le câble. Ça, c'est une autre victoire facile. Souvent, c'est 40, 50, 60, même souvent plus par mois. Alors qu'on finit par regarder des télé-réalités puis de la pub. C'est de la pub avec du placement de produits. Ils devraient nous payer pour qu'on regarde tellement qu'il y a de la pub. Ouais, c'est comme le Facebook, là, effectivement. Ouais. Tout à fait d'accord. Une question, Mme Lambert qui me pose une question, je la trouve intéressante. La question acheter ou louer une habitation. Je sais que tu en parles dans ton livre, puis j'ai mon idée préconçue. Ouais. Vas-y. Moi, il faut dire que je connais juste le marché montréalais. Alors, à Saint-Hyacinthe ou
à l'extérieur, je ne sais pas, je ne connais pas les prix. Mais par contre, dans le marché montréalais, selon mes calculs, c'est nettement avantageux de louer dans à peu près la plupart des cas. Parce qu'il y a une flambée de l'immobilier. Avoir un condo maintenant en ville, ça coûte 400 000 facilement. Puis là-dessus, on ajoute les frais récurrents, les frais de condo, l'assurance, les cotisations spéciales, l'entretien, etc., etc. Ce qui fait que celui qui vit en appartement à 1 000, 1 200 $ par mois, puis qui a la discipline d'investir la différence épargnée, va être gagnant largement à long terme. Puis le calcul que je fais dans mon livre, c'est que je compare un couple justement qui achèterait un condo à 350 000 à un couple qui louerait un logement à 1 000 $. Puis au bout de 10 ans, le couple qui a vécu en logement est 91 000 $ plus riche. Quand même. Quand même. Puis aussi, assurément, il faut que le locataire aussi investisse ce montant d'argent-là aussi. Ah oui, ça prend de la discipline. Celui qui dépense, mais là, il va être perdant, c'est sûr. Acheter, c'est bon pour ceux qui n'ont pas la discipline d'épargner. Donc, ça devient une épargne forcée. Oui. Puis aussi, dans certains marchés immobiliers, c'est avantageux d'acheter une maison. Souvent en région, c'est avantageux d'acheter. Puis aussi, tout l'immobilier locatif, évidemment, c'est avantageux aussi de le faire dans certains marchés parce que ça génère des revenus. C'est pour ceux qui ont lu le livre Père riche, Père pauvre, qui est un des livres que j'ai lu dans ma jeunesse, que j'ai adoré. On en parle justement de la maison là-dedans. Puis l'auteur dit très bien, il différencie vraiment c'est quoi un actif et un passif. Un actif, c'est un bien qui génère des revenus, que ce soit des placements, l'immobilier, une compagnie, quoi que ce soit. Un passif, c'est quelque chose qui vient chercher les revenus, qui vient chercher une dépense. Une maison, comme je dis si bien à mes clients, une maison, je ne gratte pas dans le mur, je ne donne pas des coups de marteau, puis il y a de l'argent qui va sortir du mur. Donc, une maison n'est pas un actif, c'est un passif. On regarde les taxes municipales, tous les frais afférents à cette maison-là. Oui, on va faire de l'argent peut-être dans le futur sur le capital qu'on a déposé, mais à chaque mois, ça va me coûter de l'argent. C'est pour ça que les gens, il faut regarder vraiment que une maison, c'est plus un passif. Puis un coût de vie, un coût de vie, comme on pourrait dire, les notes. C'est pour ça que, oui, assurément, le locataire est plus intéressant, je crois, mais c'est pas tout le monde qui va habiter en appartement, etc. Puis tout ça. Ce que tu as fait comme rythme de vie, tu n'as pas travaillé juste à salaire fixe pendant 20 ans, là, de 20 ans à 40 ans. Tu dois avoir fait quelque chose de spécial pour prendre ta retraite à 40 ans? Rien de spécial, Jacques. Bien, en fait... Oui, vas-y, Jean-Sébastien. En fait, ce que j'ai fait de spécial, oui, c'est que j'ai épargné. Oui. Alors que la plupart des gens dépensent tout l'argent qu'ils reçoivent, ben moi, j'ai eu la discipline d'épargner. J'ai investi en bourse, puis j'ai été patient. Puis c'est sûr que sur l'ensemble de ma carrière, j'ai fait un salaire qui est un peu au-dessus de la moyenne. J'ai fait un salaire moyen de 55 000 $. Mais on a dit tantôt, la moyenne est de 45 000 au Canada. Donc, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais ce n'est pas exubérant non plus. Ce n'est pas hors d'atteinte. Okay. Puis même si j'avais fait moins, j'aurais atteint mon objectif peut-être un peu plus tard, mais je l'aurais fait quand même. Oui, mais c'est tout ça pour dire, un peu pour résumer, Jacques, pas besoin d'être entrepreneur, pas besoin d'avoir investi dans l'immobilier pour avoir fait ça. On peut être un salarié puis avoir une belle stratégie d'épargne, maximiser ses REER, etc. Je pense que tu n'as pas d'enfant, Jean-Sébastien. Tu n'as pas d'enfant cependant. Non. C'est maximiser REER, CELI, etc. Puis de maximiser les stratégies d'épargne. C'est comme ça que tu as réussi. Mais c'est deux salaires, Jean-Sébastien, ou juste ton salaire? Ma blonde travaillait à temps partiel aussi, mais on est chacun financièrement indépendant. Alors, chacun a calculé notre montant nécessaire. Fait qu'on le fait de façon autonome. On n'est pas dépendant l'un de l'autre. OK, c'est beau. Quelle a été ta meilleure décision financière que tu as prise de tout ton parcours, c'est-à-dire la meilleure chose que tu as fait? La meilleure décision n'est pas financière, c'est quand j'ai rencontré ma blonde. Oui. Puis la deuxième décision, ça revient peut-être... c'est les premières décisions financières, on a parlé, là, mais quand on est jeune, les décisions financières ont tellement plus d'impact que celles qu'on fait quand on est plus vieux. Puis c'est justement quand j'ai sorti de l'école, le fait que je n'ai pas acheté une auto, que je n'ai pas acheté de maison, c'est ça qui a tout changé mon historique. Là. Si j'avais dépensé comme ça en début de carrière, ça aurait tout changé.
Puis, quand on est patient, on peut se payer à peu près tout ce qu'on veut. C'est ça la magie des intérêts composés. Les gens pas qui se privent, mais qui peuvent vivre sans une maison neuve à 25 ans, ben, ils pourront s'acheter peut-être la maison de leur rêve à 50 ans. Puis c'est leur argent qui aura travaillé pour eux, qui ont investi plus tôt, qui a travaillé pour eux, qui va payer la maison. Alors, ils pourront la payer cash, comme nous, on a fait. Oui. Alors, on a vécu 12 ans à loyer. On a eu la discipline d'épargner, de placer l'argent en bourse. Puis c'est cet argent-là qui est payé pour notre condo. Alors, c'est l'argent qui a travaillé pour nous. Je pense que comme tu as bien, j'aime bien dans ton livre aussi, ta conjointe, elle avait un profil très économe aussi. Fait que la décision financière, c'est que tu l'as écouté aussi. Tu l'as accompagné dans son profil économe, puis tu as mis de l'argent que vous avez travaillé ensemble en équipe pour bâtir cette relation-là aussi. Je pense c'est ça qui est vraiment important. Je remarque que ma moyenne d'âge de mes clients est à peu près 47-48 ans. J'ai quelques clients, j'ai des clients aussi qui ont 60 ans et qui s'en vont dans la retraite. Quand mes clients ont épargné de 20 à 60 ans, donc ont épargné pendant 40 ans, n'ont jamais été dans le mode décaissement, puis que du jour au lendemain, on tombe dans ce stade de vie-là, du stade de vie de décaissement. Comment, parce que je vois que mes clients ont de la misère à tomber, de s'en aller dans l'autre côté, de décaisser leur placement. Tu été seté toute ta vie de mettre de l'argent de côté. Là, je dis à mes clients, dépensez, vous allez laisser à votre mort. Mais souvent, qu'est-ce que je vois? C'est que les clients n'ont jamais été habitués de dépenser. Toi, comment que c'est passé cet élément-là? Dire, ben là, il faut que je commence à sortir de l'argent de mes placements, sinon, je vais laisser, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas laisser ça à Pierre-Jean-Jacques. Comment tu as vécu ça, cette transition-là, de ton côté? Ben, premièrement, j'ai eu peur. Je pense que la peur, c'est un réflexe naturel à peu près que tous les êtres humains ont. Puis oui. le fait d'arrêter, je dis retraité, là, mais de sortir du monde corporatif à 39 ans, puis de ne pas avoir l'obligation de générer de revenus pour le restant de ses jours, bien, ça donne un peu le vertige. Puis, étant donné que je ne connais personne dans mon entourage qui le fait, bien, je n'ai pas de référence. J'ai lu des livres, des blogs, mais je défriche un peu, j'avance dans le noir un peu. Alors, oui. Au début, j'ai eu peur de manquer d'argent. Je me suis dit, s'il y avait une catastrophe économique, un crash boursier ou quoi que ce soit, dans les premières années, je serais mal foutu. Mais j'ai fait beaucoup de projections. On a engagé un fiscaliste pour faire des projections aussi. On a gardé un peu de buffer, on a gardé plus de liquidité. On s'est dit, si dans les premières années, il arrivait quelque chose de grave, on pourrait vivre juste avec nos économies. Puis on pourrait peut-être modifier un peu nos dépenses, couper les restaurants, couper les voyages, puis on s'en sortirait. Oui. Puis après ça, c'est avec le temps, j'ai commencé à prendre l'habitude de vivre comme ça, puis la peur a diminué un peu à chaque année. Là, ça fait 3 ans et demi. Puis c'est pas quelque chose c'est plus quelque chose à laquelle je pense présentement. Je pense que le projet fonctionne jusqu'à maintenant. Puis oui. Même s'il arrivait une catastrophe incroyable que personne n'a jamais vue dans l'histoire, bien, je m'adapterais. Là. C'est ça la force que j'ai, c'est l'adaptation. Je l'ai fait toute ma vie. Je me suis toujours adapté selon les circonstances, les obstacles. Puis s'il y avait un nouvel obstacle qui se présentait, je le ferais aussi. Fait que là, présentement, je suis plus rassuré, j'ai plus confiance en moi. Puis honnêtement, je pense à peu près jamais à l'argent maintenant. C'est rendu comme c'est quelque chose que j'ai un peu barré de mes pensées. Donc, ça me permet de penser à d'autres choses. Ça fait 3 ans que tu es retraité, hein? 3 ans? Ça fait 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi. C'est là que la première année, moi, je le vois avec mes clients, qui du jour au lendemain, on prend la retraite. Je dis, tu as 1 million de placement, tu peux te payer 50 000 par année. Ben, quand ils sont rendus au mode décaissement, c'est là aussi ça prend un plan intéressant pour la stratégie fiscale, de dire, bon, mes clients fortunés, de dire comment on sort, etc., tout ça, de quelle manière on sort, etc. Mais c'est ça qui est super intéressant. Comment tu as vécu la crise, la dernière crise boursière qu'on a connue en mars là, avec la remontée, mais mettons si on se positionne vraiment en mars-avril, quand la bourse baissait d'à peu près de 30 %. Comment tu as vécu ça psychologiquement? Ben, c'est dur. À chaque fois, je ne m'habitue jamais. D'ailleurs, j'ai vécu la crise de 2008. J'ai perdu à peu près 50 % de mon avoir. J'avais tout investi en bourse. Je n'avais pas d'auto, pas de maison. Tout ce que je possédais était dans le marché boursier.
Ça a planté de 50 % en quelques semaines. Mais malgré ça, à chaque fois qu'il y a des chutes comme ça importantes, j'ai un petit pincement au cœur, mais ça dure une journée ou deux. Puis le meilleur truc, c'est de ne pas regarder ses relevés. Alors, moi, j'oublie les nouvelles le soir, j'oublie de regarder mes relevés. Puis, je pense que c'est peut-être le meilleur conseil que je peux donner. C'est au lieu d'essayer de réagir, de battre le marché, de faire des transactions, juste oublier, penser à d'autres choses. Puis 6 mois après, on le voit maintenant, on n'a jamais été si haut. Les indices n'ont jamais été si hauts. Puis jamais été si riches. Alors, toutes ces corrections-là sont passagères. Puis si on regarde la courbe à long terme, même une catastrophe comme en 2008, finit par remonter. Puis tout ça, c'est temporaire, dans le fond. Tu n'as même pas ajusté ton portefeuille, tu as laissé ça tel quel, même si tu étais en mode décaissement. Tu as laissé encore dans les actifs, investir à la bourse. Dans ton livre, tu dis que tu gardes un 20 de liquidité, là. Mais le 80 investi, tu l'as laissé investi, tu n'as rien touché. Là. Non. C'est intéressant. C'est intéressant parce que souvent, parce que les gens, moi, je l'ai vécu 2008 comme conseiller financier et cette année aussi comme conseiller financier. Mais les gens prennent panique aussi dans cette période-là, puis souvent prennent des mauvaises décisions financières, les placements, puis attendent que ça remonte pour investir. Malheureusement, ce n'est pas l'action à faire. On sait tous que on ne sait jamais quand ça va remonter. C'est quoi le top 3 des conseils à donner si on veut s'y mettre pour 2021? Je connais les réponses, mais je vais te laisser y répondre. Les 3 conseils. La première chose, c'est juste de comprendre ses finances, comme j'expliquais tantôt. Oui. Voir sa vie financière comme une entreprise. Puis même ce soir, juste prendre un bout de papier ou un fichier Excel ou n'importe quoi, ses relevés de carte de crédit, puis juste tabuler son budget, juste comprendre combien on dépense à peu près par mois en restaurant, sur l'auto, à l'habitation, juste les postes de dépenses principaux. Donc, juste pour comprendre un peu, avoir une vision d'ensemble de ses finances. Puis deuxièmement, calculer son avoir net. Alors, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi leur valeur comptable. Dans la plupart des cas, c'est négatif. Les gens ont beaucoup de dettes. Mais c'est quand même important, c'est le point de départ. Il faut savoir, si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir d'abord où on est. Puis, donc, c'est simplement de calculer ses actifs moins ses passifs. Oui. Alors, ses REER, ses CELI, ses comptes bancaires, comptes d'épargne, les obligations, tous les actifs qu'on peut avoir, moins les dettes de carte de crédit, toutes les dettes qu'on peut avoir sur le taux de consommation, quoi que ce soit, de carte de crédit. Alors, ça nous donne le montant. Ça, c'est le point de départ, dans le fond. Alors, ça, c'est important de le savoir. Puis le troisième point que je donnerais, c'est peut-être de se donner une mission. Comme je disais tantôt, juste prendre un bout de papier où vous voyez dans 10 ans, c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez démarrer une entreprise, travailler moins d'heures, passer du temps en famille, rester en famille avec vos enfants pendant que votre conjoint travaille? Alors, juste avoir un objectif, l'écrire sur un bout de papier, le mettre n'importe où, sur un mur, quelque part de visible, puis ça devient votre mission. Puis, à partir de ce moment-là, vous avez votre point de départ, vous avez votre point d'arrivée. Puis, tout ce qui est entre les deux, comme je disais, ça va devenir un peu de la mécanique. Ça se fait relativement facilement quand on a ces 2 points-là. Comme on dit bien, puis tu l'expliques aussi dans le livre, on est une entreprise, donc d'avoir une mission d'entreprise, nous en tant qu'êtres humains, c'est important d'avoir un objectif, une mission. Donc, c'est ça que quand je pose la question à mes clients qui ne sont pas en mesure de répondre, je trouve ça de valeur parce que, je ne veux pas, il faut avoir des buts dans la vie. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Petite question de mes clientes. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Le fait que tu es retraité. C'est quoi ta motivation maintenant? Bien, premièrement, ironiquement, je me lève à la même heure que je me levais à l'époque. Ce qui est un peu bizarre parce qu'à l'époque, je faisais de l'insomnie, je dormais mal, mon alarme sonnait, puis là, ça prenait tout pour me lever. Puis maintenant, je me lève à peu près à la même heure, sauf que je me sens reposé, je me sens zen. Puis tous les jours, j'ai des projets. Comme je disais, c'est pas la retraite, pour moi, c'est pas la vie inactive. Au contraire, je rencontre des entrepreneurs pour les aider, faire du coaching, du nouveau marketing. J'écris un article sur mon blog. Je fais une entrevue comme ça en ligne. À peu près tous les jours, j'ai quelque chose.
Puis même quand j'ai rien, c'est encore mieux parce que là, je me dis, là, j'ai carte blanche aujourd'hui. Il fait beau, on va aller faire une randonnée en montagne. Il pleut, on va lire des livres. Alors, c'est vraiment le sentiment de liberté de vivre selon les saisons, selon la météo, de manger quand on a faim, de dormir quand on est fatigué. Puis, ce qui fait qu'en bout de ligne, je ne suis pas sûr que je suis moins productif. C'est juste que mon attention est tellement plus focusée, je suis tellement plus créatif que probablement, en bout de ligne, à la fin de la journée, j'ai produit autant pendant ma journée de choses qui ont vraiment de la valeur que ce que je faisais avant dans mon ancienne vie. Une petite question, ça c'est ma réflexion. Tu rencontres un jeune retraité demain matin qui a 40 ans comme toi, OK, puis qui commence vraiment à être retraité. C'est quoi le meilleur truc que tu lui donnerais? Être un nouveau retraité, ce serait quoi qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bien, premièrement, c'est d'avoir des passions, des projets, des intérêts. On ne devrait pas arrêter de travailler si on n'a pas de plan B, si on n'a pas quelque chose qui nous allume et qui nous motive. Parce que juste de laisser son emploi pour rester inactif, pour moi, ce n'est pas la solution du bonheur. Au contraire, il faut vraiment, même avant ça, ça se prépare longtemps d'avance, mais il faut préparer des projets, développer des passions, se créer un cercle d'amis. Vraiment, souvent les gens, ce qu'ils disent, c'est que à la retraite, moi, je vais peindre ou je vais voyager ou je vais apprendre une autre langue. Mais si tu ne l'as pas fait avant, il n'y a pas de raison que tu vas le faire une fois que tu vas te retraiter parce que tu n'auras pas la motivation. Oui. Puis de voyager, ce n'est pas la solution à tout non plus. Voyager, c'est un passe-temps, c'est un loisir. C'est pas à travers les voyages que tu te réalises nécessairement. C'est une dépense qui procure du plaisir, mais c'est pas la solution à tout non plus. Oui. Alors, ça prend des projets, il faut trouver quelque chose. Moi, je fais du dessin, je fais de l'écriture, j'ai toutes sortes de projets, de passions que je développe. Mais je pense que c'est ça la clé du succès. Il faut préparer ça avant la retraite. Je pense vraiment. Je vois tellement d'entrepreneurs qui ont consacré toute leur vie dans leur business, puis qui passent du jour au lendemain, tu sais, qu'on a un processus de vente, puis du jour au lendemain, vendent leur entreprise, puis ils ont tellement passé leur vie dans leur business que ça ne savent pas quoi faire à leur retraite. Parce qu'ils n'ont pas développé, c'est ça, ils n'ont pas développé de passion en parallèle. Mais c'est ça, rien ne leur empêche de démarrer une autre business, peut-être à but non lucratif, aider, faire du bénévolat. Il y a des opportunités partout. Puis c'est juste une fois qu'on est retraité qu'on sort vraiment du cubicule gris puis du 9 à 5. Là, on réalise qu'il y a plein d'opportunités partout. Puis moi, si je voulais générer de l'argent, je pense que je serais capable de le faire maintenant parce que je vois des choses que je ne voyais pas anciennement. Convaincu. Tu prends le temps. Tu prends le temps de le faire. C'est ça qui est super intéressant. Merci, Jean-Sébastien. Merci à toi. Bon parcours vers la liberté à tout le monde. Je vous souhaite un peu plus de liberté, un peu plus de bonheur, puis un peu moins de soucis financiers. Excellent. Merci.